Yorana, bienvenue sur Polynésie la première. Au sommaire de l'actualité ce soir, elles sont atteintes d'un cancer et témoignent ce soir pour éveiller les consciences collectives. 3 femmes sur 10 seulement se font dépister en Polynésie, un chiffre alarmant. La Calédonie restera-t-elle française ou accédera-t-elle à l'indépendance? C'est la question suspense de ce week-end sur le Caillou. Verdict dans quelques heures. Le scrutin enregistre un taux de participation plus élevé qu'en 2018. Et pour plus de détails sur ce qui se passe en ce moment, nous avons joint notre collègue Nathalie Nouzière qui a fait le point quelques minutes avant ce journal depuis le Caillou. Le dispositif Cycle 3 à l'école continue de faire ses preuves dans les établissements du primaire. À Aroutoua, par exemple, 14 élèves ont la chance de poursuivre leur scolarité en classe de 6e près de leurs proches. Et puis nous allons voyager avec les aventures de Neila et Iron grâce à un spectacle de pole dance qui réunit des artistes de tout âge. Nous serons avec Vaiana Mahinui, directrice de l'école de danse Tahiti Pole Art, en direct depuis la Maison de la Culture. Et enfin, nous irons faire un tour à Uapau où l'agriculture est aussi réservée aux femmes courageuses. Aleita en est un parfait exemple. Elle plante des bananiers hamois et s'occupe même de la transformation du fruit. Comment sensibiliser la population au cancer en organisant une journée sportive? Peut-être mêlant activité et prévention. C'est l'idée trouvée ingénieuse par la municipalité de Papara. Le stade Hotumaru s'est retrouvé envahi par des personnes souvent concernées par la maladie. On voit cela avec David Chang et Marcel Bonneau. Du sport pour attirer ses habitants des quartiers voisins. Ils viennent de Diamant ou encore de Tahiti-A. Ce matin, ils étaient plus de 200. La majorité a saisi l'enjeu de l'événement car le cancer n'épargne personne. Mes tantes qui sont décédées de cancer du sein, cancer du foie, mes oncles aussi, ils ont eu aussi le cancer du foie, le cancer de la prostate. Il y avait le cancer du rein. Alors du coup, c'est très important pour nous, parce que, pour moi. La Ligue contre le cancer en Polynésie tenait aussi un stand de prévention. Leur but est de faire le premier pas. Suzanne est en rémission d'un cancer du sein. Elle comprend l'hésitation de certaines femmes à se faire dépister. Parce qu'il y en a des mamans de notre âge, elles ont honte d'aller voir le gynéco, parce que tu ne peux pas savoir si tu es cancéreux ou pas. Parce que quand tu touches, il n'y a rien. Mais il n'y a que la mammographie qui peut... l'écho-mammaire, qui peut marcher ça. Mais sinon, on ne peut pas savoir comme ça. Le cancer du sein est celui qui tue le plus chez les femmes. Paradoxalement, il peut être guéri dans 99% des cas lorsqu'il est dépisté tôt. Mais depuis plus de 20 ans, le constat reste inchangé. Toujours trop peu de femmes se font dépister. Seulement 3 femmes sur 10, c'est très peu. Ce qui fait que des fois, on se retrouve dans des situations avec des femmes qui ont des cancers du sein très avancés. Et c'est là qu'on entre dans la difficulté du traitement et surtout dans la douleur. La mairie a récolté au moins 200 000 francs aujourd'hui. Des fonds qui seront entièrement reversés à la Ligue contre le cancer en Polynésie. Et des fonds qui permettront peut-être de financer des campagnes de prévention plus ciblées pour limiter le nombre de malades. Plus de 600 cas de cancer, notamment du sein, du poumon et de la thyroïde, sont diagnostiqués chaque année en Polynésie, avec une augmentation constante ces 10 dernières années. En être atteint n'est pas une fatalité, mais encore faut-il qu'ils soient diagnostiqués à temps. 2 malades racontent leur parcours. Sandro Lila Itemauri et Patrick Singh. Tous deux ont suivi un traitement, et ce, depuis 3 ans. Aujourd'hui, en phase de rémission, elle découvre une nouvelle vie. Sandy est une femme active qui croque la vie à pleines dents. Coach sportif, une bonne hygiène de vie, une alimentation très équilibrée, tout pour rester en très bonne santé. Et pourtant, il y a 3 ans, une rupture amoureuse provoque chez elle un choc émotionnel. On lui détecte un lymphome, un cancer du système lymphatique. Elle était vaccinée et opérée en métropole. Des séances de chimiothérapie tous les 15 jours, durant 3 ans, lui font perdre 12 kilos. Aujourd'hui, en voie de guérison, elle revit. Je suis très heureuse aujourd'hui, vraiment.
et encore plus qu'avant, donc c'est énorme pour moi. Et par contre, physiquement un petit peu plus affaiblie, j'ai des périodes d'asthénie, c'est grosse fatigue encore aujourd'hui. Bon, ça, on m'a dit que c'était les traitements chimio qui faisaient ça, hein. Mais quelques douleurs articulaires, quelques inflammations tendineuses qui restent. Je pense que mon corps il est encore en train de se nettoyer finalement, mais ça va. Christine, quant à elle, à sa grande surprise, découvre un jour une anomalie après plusieurs dépistages négatifs qu'elle avait l'habitude de faire tous les 2 ans. Pourtant, elle menait une vie saine, mais elle se sentait souvent fatiguée. Ces dépistages réguliers lui ont permis de détecter la maladie et la traiter à temps. Elle a même évité la chimiothérapie. Donc ces 50 traitements, je n'en suis qu'à 2 ans. J'espère bien aller jusqu'au bout et puis d'arriver centenaire quand même, hein, parce qu'on a tellement la chance de vivre dans un pays où on peut être dépisté, où on peut être soigné, sans considération de nos revenus et tout. Je trouve que c'est une chance inouïe et qu'il y a peu de femmes sur Terre qui bénéficient de la même chance. Grâce à la rémission de la maladie, Cindy a retrouvé son emploi dans une pharmacie et Christine vit pleinement de sa passion, la peinture. Les dépistages gratuits permettent d'éviter le pire, Christine le sait. Après avoir passé ce difficile cap, elle profite de la vie et nous rappelle qu'il est indispensable de continuer ce combat contre le cancer. Tout le reste, c'était bon. Et sachez que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec en moyenne 135 nouveaux cas par an au Fénois. Nous allons continuer à travailler en toute confiance. Ce sont les mots du Premier ministre Jean Castex au président de la Polynésie, Édouard Fritsch. Une délégation gouvernementale s'est entretenue avec le bras droit d'Emmanuel Macron à Paris, au centre des échanges, la prolongation des contrats de développement et de transformation, le RSPF et le plan de relance, 20 milliards de francs pacifiques. C'est le besoin estimé par le pays pour exécuter ce plan sur les 5 prochaines années. C'est une réunion très positive, a déclaré Édouard Fritsch au micro de nos confrères d'Outre-mer La Première. Il est suivi de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. C'est une réunion qui est très positive. Nous avons discuté des conventions qui arrivent à terme en 2020. L'idée étant effectivement avec notre ministre de l'Outre-mer, avec M. Sébastien Lecornu, de relancer rapidement les équipes pour préparer la continuation des contrats de développement passés avec l'État. Et naturellement, le Premier ministre a accueilli favorablement l'idée que rapidement maintenant nous mettions en place des comités de travail afin que cette nouvelle convention de développement de la Polynésie française puisse être signée avant la fin de l'année et donc assurer la continuité sur 2021. Il y a un niveau de relation de confiance entre les institutions polynésiennes, j'y ajoute devant les 2 collègues sénateurs, avec les maires également. J'avais eu l'occasion d'aller au Tuamotu-Gambier pour le congrès annuel des maires de Polynésie. On a aussi là quelque chose qui est important pour nous. Si classiquement il y a une relation entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Polynésie française, bien souvent parfois ça a du mal à atterrir jusqu'au bloc communal. Alors le maire de Bora Bora est là et peut-être qu'il est une exception, mais en tout cas d'autres communes, elles, du Fénois, ont parfois plus de mal à voir justement le rôle de l'État. On va continuer d'y prendre beaucoup d'attention. La confiance que nous avons mutuellement nous permet aussi d'avancer. Comme quoi, là aussi, quand il y a un peu d'amitié et un peu de franchise, les dossiers avancent plus vite. Les rencontres se poursuivront lundi avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, puis le ministre de la Santé, Olivier Véran, mardi. L'actualité politique à présent, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se joue depuis 11 h ce matin, heure locale. Plus de 180 000 électeurs sont attendus dans les 304 bureaux de vote. Dans cet archipel colonisé en 1853, un premier scrutin avait vu le 4 novembre 2018 les pro-français l'emporter par 56,7% des voix. Vous le savez, ce référendum, comme le premier, s'inscrit dans un processus de décolonisation entamé en 1988 par les accords de Matignon, signés par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. À la mi-journée, le Haut-Commissariat a enregistré un taux de participation plus élevé, 49,4%, soit 8 points de plus. Qu'en est-il à moins de 2 heures de la fermeture des bureaux? Nous avons joint quelques minutes avant ce journal notre consoeur Nathalie Nouzière en direct depuis la Nouvelle-Calédonie.
Ici, à Nouméa, les bureaux de vote vont fermer dans moins de 2 heures. La participation semble très forte et même record. À 12 heures, elle était de 49,4%, c'est-à-dire 7,5 points de plus qu'en 2018 à la même heure lors du précédent référendum sur l'indépendance. Il faut attendre ce soir pour voir si cette hausse sera confirmée par les chiffres définitifs. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que toute la journée, dans les bureaux de vote de toute la Nouvelle-Calédonie, il y a eu une réelle affluence avec de longues files d'attente devant les bureaux de vote et aucun incident. Je vous rappelle que ce scrutin est très surveillé avec 250 délégués de la commission de contrôle qui sont répartis dans les bureaux de vote de la Nouvelle-Calédonie, auxquels s'ajoutent 12 experts de l'ONU. Il reste maintenant donc moins de 2 heures avant la fin du scrutin et quel que soit le résultat, l'Élysée a annoncé que le président de la République s'exprimerait sur le référendum dans la soirée. Effectivement, une allocution que vous pourrez suivre également sur notre antenne cette nuit à 1h du matin. Et demain soir, le député et membre du parti indépendantiste Moetai Broderson est l'invité de notre journal. Il commentera les résultats de ce scrutin qui n'est pas du tout à l'ordre du jour en Polynésie. Le Taveni Huir Atira l'a demandé à plusieurs reprises, mais au sein même de la population, les avis sont mitigés. Maruki Djuri, Mirko Vanfo. Un référendum sur ce sujet-là, ça sert à rien. J'en vois vraiment pas l'intérêt. Autonomie ou indépendance. Depuis plusieurs décennies, le paysage politique polynésien s'est façonné en fonction de ces deux appartenances. Et aujourd'hui, la population s'y a habituée, au point où, pour certains, les résultats des élections locales font même office de baromètre. Voter autonomie, voter droit prise ou le tapura, on a déjà là la démonstration d'un refus, quoi. Oui, pourquoi pas ici, mais il faut attendre, faire discuter. Il faut que les partis politiques se mettent d'accord. L'histoire aussi n'est pas la même par rapport à... Non. Je pense qu'ici, ça ne va pas être comme Nouvelle-Calédonie. Nous, on est très accueillants. Là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu des morts. Hein. Le poids de l'histoire est également différent en Polynésie. Là où l'assaut dans la grotte d'Ouvéa a profondément choqué les Calédoniens, les essais nucléaires ont eux durablement marqué la population polynésienne. Pour beaucoup, l'organisation d'un référendum serait donc aussi une façon d'honorer une dette morale de la France envers le Fénois. Il faudrait aussi faire ici en Polynésie. Parce que maintenant, les Polynésiens, ils ont progressé aussi. Hein? Oui, ça serait bien aussi de donner la vie aux Polynésiens, oui, ce serait pas mal, moi je trouve. En espérant quand même qu'ils disent oui à rester dans la France. Ah, en espérant oui, qu'ils disent oui, oui. C'est normal. Nous aussi, on peut le faire chez nous. On peut le faire. Mais ça dépend de la France. Obtenir le droit à l'autodétermination pour une économie fragile comme la nôtre, ce serait prendre un risque, selon Hinari, 32 ans, jeune entrepreneuse. Je trouve qu'on n'est pas encore prêt à demander l'indépendance et à entrer dans l'indépendance parce qu'on n'a pas toutes les infrastructures et le personnel adapté. Parce qu'on est obligé de faire venir du monde de l'extérieur parce qu'ils ont les connaissances adaptées pour faire fonctionner un pays. L'organisation d'un référendum d'autodétermination est un long processus qui découle d'une volonté politique du pouvoir en place. En Polynésie, ces dernières années, le sujet n'a pas été une priorité, mais il s'invite souvent dans le débat sur la place publique. Et je vous rappelle par ailleurs que vous pourrez suivre en direct la soirée électorale de nos confrères de Calédonie. La première, c'est à partir de 22h sur Polynésie. La première, eux n'apprendront pas l'histoire de la Calédonie, mais ont de la chance de pouvoir effectuer leur année de 6e près de leurs proches. À Arutua, 14 élèves poursuivent leur première année de collège sur l'île. Le reportage de Maruki Djuri et Patrick Tingsing. Le commentaire est signé James O. On vous invite, vous avez une petite indication également en parenthèse, entre parenthèses. Ils portent l'uniforme, des masques en tissu. À première vue, rien ne distingue ces collégiens d'Arutua de leurs camarades de Papeete. À un détail près, les cours de 6e se déroulent à l'école primaire. En effet, sur cet atoll des Tuamotu, il n'y a pas de collège. Quand tu as su que tu pouvais faire la 6e ici, qu'est-ce que tu as ressenti? Je me sentais bien et j'ai dit chez mes parents que je suis contente de rester encore ici une année avant d'aller à Tahiti. Ils ont dit oui, c'est bien. J'aime bien rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y a ma famille et
j'aime bien ici. Ça aurait été dur pour toi de quitter ton île? Pourquoi? Parce que je n'aurais pas aimé être loin de mes parents et de ma famille. C'est très bien qu'ils puissent rester une année supplémentaire sur l'atoll afin de les mettre en confiance et de pouvoir, donc, une fois une année passée, pouvoir partir sereinement au collège de secteur. Mis en place il y a 2 ans, ce dispositif expérimental a pour objectif principal d'éviter une rupture affective précoce chez des élèves de CM2 qui intègrent l'internat dès la classe de 6e. En fait, comme j'ai une grande, elle a 20 ans maintenant, c'était dur, difficile et déjà la séparation parents et enfants, c'était dur. Et tandis que celui-là, mon grand de 11 ans, maintenant il est en 6e là, non, ça nous a facilité et ça lui permet de rester parmi nous encore une année de plus. Madame la ministre a décidé d'ouvrir le dispositif cycle 3 à l'école. Donc c'est la 2e année que ce dispositif est ouvert à Routoua. Une facilité avec les parents parce que ça les permet de garder une année supplémentaire leur enfant ici à Routoua avant de partir en 5e à Ronguirois. Quand je fais vibrer le tambouret, qu'est-ce qu'il faut faire? Concernant les effectifs scolaires, si la tendance générale est à la baisse en Polynésie française, le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter à Aroutoua. L'équipe éducative a dû s'adapter en conséquence. Cette année, la classe de maternelle accueille 3 niveaux, SP, SM et SG. Mais tout ça dans le souci d'équilibrer les effectifs par classe, parce que sinon la classe de SGCP se retrouverait avec un effectif de plus de 30 élèves. Cette expérimentation originale qui permet aux élèves de 6e de rester dans leur île sera évaluée afin de décider de sa pérennisation ou pas. Et ce dispositif est en place dans 7 îles de la Polynésie, dont 3 aux Marquises. La Covid-19 oblige les compétitions d'haltérophilie à se soumettre à une nouvelle organisation pour leur championnat. Ainsi, depuis le mois de juillet et jusqu'à février 2021, chaque salle organise sa sélection avec 2 athlètes à chaque rencontre. Les performances sont notées puis comparées. Elles permettent notamment de repérer des futurs candidats aux prochains Jeux du Pacifique. Mais selon Manu Buchin, ce n'est pas si facile car les nouveaux sports comme le crossfit ont tendance à plus attirer les jeunes. On l'écoute. Il répond à Hayar Itahiata et Mirko Bonfou. C'est pas évident aujourd'hui de lancer les jeunes dans l'haltérophilie puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas, depuis les anciens, on n'a pas vraiment vu monter de jeunes champions en haltéro. Donc ils aiment, on va dire 80% le crossfit et 20% l'haltéro. Donc on essaie de pousser, c'est pas évident. L'haltéro, on l'utilise. La plupart des athlètes utilisent l'haltéro pour ne pas faire la performance en crossfit. Donc d'un côté et de l'autre, voilà. Grâce au crossfit, on voit quand même quelques athlètes émerger en haltéro. Elle est une discipline sportive puisqu'elle mêle danse et acrobatie autour d'une barre. Vous l'aurez compris, je parle bien de pole dance. Elle attire de plus en plus d'adeptes, notamment chez les plus jeunes. La preuve avec ce spectacle prévu ce soir à la Maison de la Culture où une trentaine d'élèves fera le show, parmi eux des enfants de 6 ans. Nous accueillons en direct dans ce journal depuis Papeete la directrice de l'école Tahiti Pole Art, Vaiana Mahinoui. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Alors d'abord, il y a des enfants qui dansent dans ce spectacle. Est-ce que c'est une manière pour vous de vulgariser cette discipline ? Bonjour. Alors, une manière, non, en fait, disons que simplement avec les années, la pole dance a prouvé, je pense, son statut de sport à part entier, d'art aussi, et du coup, les mentalités ont évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte énormément d'enfants pratiquant ce sport-là. Et c'est une très bonne chose parce que c'est un sport merveilleux qui développe énormément de bonnes choses. Donc voilà, c'est que du positif. Alors ce soir, vous présentez donc un spectacle. Comment vous êtes-vous organisé avec les restrictions liées à la Covid-19 ?
Oui, en effet, ça a été compliqué parce que je pense que comme toutes les écoles précédentes, nos dates de spectacle ont été repoussées. Les confinements ont malheureusement fait perdre énormément de temps sur les heures de répétition. Et toutes les mesures sanitaires aujourd'hui sont des choses à appliquer en plus. Donc tout simplement, on fait avec ce qu'on nous demande, le port du masque, les gels hydroalcooliques. On fait au mieux en fait, voilà. On s'arrange. En quelques mots, les aventures de Naila et Iron, qu'est-ce que le public découvrira ce soir? C'est ça. Eh bien, je pense que déjà, voilà, on n'a pas beaucoup pu voyager cette année, je pense. Donc nous, ce que l'on propose à notre public, c'est de pouvoir voyager et faire en gros un tour du monde. Donc avec Naila, qui est interprétée par Lilia Eyman, qui est assez connue quand même sur la scène locale puisque c'est une chanteuse, et quelqu'un de beaucoup moins connu qui est Iron, c'est mon chien. Qui est entre autres la mascotte de l'école. Donc on aura tous les deux sur la scène qui nous raconteront leur histoire et leur aventure autour du monde. Merci beaucoup Bayana Mahinoui d'avoir été en direct avec nous dans ce journal et de nous avoir donné quelques détails sur ce spectacle, donc les aventures de Naila et Iron. C'est au Grand Théâtre de la Maison de la Culture ce soir. Enfin, pour clore cette édition, je vous propose une visite dans le Fa'apu à Daleita, à Ouapou, aux Marquises. Pour elle, l'agriculture est le secteur qui a le plus d'avenir dans l'économie. Notre correspondant Lionel Tehamwana l'a rencontré à Hakahau. Le récit est signé Heidi Yenko. Sur les hauteurs de Hakahau, l'agriculture n'est pas réservée qu'aux hommes. Et Aleita en est un bel exemple. Cette agricultrice chevronnée maîtrise parfaitement la transformation des produits. Sa spécialité, les bananes de type Hamwa qu'elle fait sécher directement au soleil. Un procédé qui, selon elle, permet de garder la saveur du fruit. Je plante uniquement des bananes de type Hamwa. Elles sont plus faciles à travailler et en définitive, elles seront aussi plus juteuses. Si on les compare à une autre variété, elles sont plus faciles à travailler. Elles ont aussi meilleur aspect. Les autres sont moins bonnes et moins jolies au final. Si vous regardez la banane Hamwa séchée, elle a une couleur éclatante et surtout un goût plus sucré. Enfin, une fois emballée, sa conservation sera bien meilleure. Sa production artisanale lui permet aujourd'hui d'avoir une quantité suffisante pour l'export vers Tahiti. Je dois faire très attention au poids quand je les emballe, car avec notre association de producteurs, nous fournissons aussi les grandes surfaces qui ont des exigences que nous devons respecter. 250 grammes. Pour s'en sortir, cette agricultrice a aussi diversifié ses cultures. Sur mes parcelles de terre, j'ai aussi planté du manioc et des patates douces. Celles que vous voyez ici, par exemple, sont arrivées à maturité. Aleita a su se faire une place en or malgré les difficultés d'un secteur à dominante masculine et à forte concurrence. Sur la terre des hommes, elle est le parfait exemple de ce que les marquisiennes peuvent accomplir. C'est la fin de cette édition. L'information principale à retenir est politique. La Calédonie connaîtra son avenir dans quelques heures. Restera-t-elle française ou accédera-t-elle à l'indépendance? Le scrutin, lui, enregistre un taux de participation record. Il était estimé à 49,4%, soit 8 points de plus par rapport à 2018. Je vous rappelle également que vous pourrez suivre la soirée électorale de nos confrères de Calédonie, la première, dès 22h sur notre antenne. Merci de rester fidèle à Polynésie la première. Prochaines informations demain matin en radio dès 6h30 avec Axel Mézinel et Corinne Tehetia. À suivre comme chaque samedi une rediffusion de Perit A. Ce soir, c'est le groupe Toureka qui vous fera danser. Très belle nuit. À demain à 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet